politique atteint son pic au Mali. Le week-end dernier a été sanglant. Nous vous donnons rendez-vous dans Connexion africaine pour comprendre les raisons de la crise politique au Mali. Notre invité spécial, c'est l'ancien Premier ministre, M. Moussa Mara. Avec lui, nous allons tenter de comprendre pourquoi la population malienne est dans la rue. C'est parti donc pour notre rencontre du jour avec un invité spécial, l'ancien Premier ministre du Mali, M. Moussa Mara, qui est avec nous et qui va s'entretenir avec nous durant 1 heure. Monsieur Moussa Mara, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et désolé de ne pas avoir de caméra comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait le choix de ne pas mettre de caméra sur mon ordinateur pour des raisons de sécurité. Donc, les gens vont avoir uniquement ma voix, mais j'estime que c'est l'essentiel et je ferai le maximum pour que les messages puissent passer, que le dossier puisse être bien appréhendé par vos spectateurs. Les spectateurs, les téléspectateurs. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Donc, en fait, depuis 2012, le Mali vit une crise sécuritaire associée ces dernières semaines à une crise sociopolitique exacerbée par la contestation des résultats des dernières élections législatives. On s'était trompé d'horaire tout à l'heure. S'il est bien 19 h à Bamako en ce moment, il est 15 h au Québec et aux Antilles et 21 h en France. Donc, désolé pour l'heure qui n'était pas exacte tout à l'heure. Alors, je le disais, donc, depuis 2012, le Mali vit une crise sécuritaire associée ces dernières semaines à une crise sociopolitique exacerbée par la contestation des résultats des dernières élections législatives. Des milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi dernier et ce week-end donc pour exiger la démission du président Keïta et compte certainement retourner dans la rue autant de fois que nécessaire. Mené par l'imam conservateur M. Mahmoud Dicko, une coalition de partis et de mouvements d'opposition épaulés par des organisations de la société civile et des militants anticorruption réclament des réformes politiques et économiques. Aujourd'hui, il y avait donc au Mali une mission de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria et composée de présidents de cours constitutionnels, donc était attendu. Nous allons faire le point. On va essayer de comprendre les raisons de cette crise malienne en cette année 2020. Comment en est-on arrivé là? Comment un imam secoue-t-il donc la vie politique au Mali, même s'il est loin d'être le seul, et pourquoi certains Maliens ne veulent plus d'Ibeka à la tête du Mali. Alors, les violences donc ont commencé vendredi à l'issue d'un rassemblement, le troisième à l'appel du M5 depuis juin, mais le premier sous le signe de la désobéissance civile, et il y a eu effectivement des morts, hélas. 1, c'est déjà trop, et plus de 10, c'est encore pire. Donc, la contestation évolue, les Maliens sont dans la rue. Malgré tout, le président Ibeka a fait des offres de gouvernement d'union nationale pour tenter d'apaiser la situation. Il a fait signe d'ouverture. Il a dissous la Cour constitutionnelle. Et puis, donc, il appelle évidemment au calme. Il y a un certain nombre de démissions autour de lui aussi, notamment son fils également qui a démissionné à un poste important. Et pour autant, la colère ne retombe pas. Les partis de l'opposition et une bonne partie de la population malienne réclament le départ du président malien élu depuis 2013 maintenant et qui a été réélu depuis. Donc, Ibrahim Boubacar Keïta, les gens disent qu'ils ne veulent plus de lui à la tête donc du Mali. On va tenter de comprendre pourquoi avec l'un de ses anciens Premier ministre, M. Moussa Mara, qui est en direct depuis Bamako avec nous. M. Moussa Mara, j'ai envie de vous poser comme première question, une question somme toute simple. Comment allez-vous et comment vont une partie des Maliens aujourd'hui?
Si la question porte sur comment nous allons, c'est-à-dire physiquement en termes de sécurité et autres, il n'y a pas de problème. Vraiment, on remercie le Tout-Puissant pour ça, nous, nos proches, les gens que nous connaissons. Comment nous allons en termes d'état d'esprit et de morale, je pense que c'est plutôt très, très négatif parce que notre situation, notre pays ne va pas très bien. Et maintenant, depuis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 3 à 4 jours, pour la première fois depuis une trentaine d'années, nous avons des émeutes qui ont abouti à des morts par balle, et dans la capitale, à Bamako. On n'avait pas vu ça depuis 1991, c'est-à-dire la chute de Moussa Traoré et l'avènement de la démocratie. Donc aujourd'hui, la situation est très difficile en termes de tensions sociopolitiques qui elle-même vient s'ajouter à toutes les crises que le pays vit depuis 2012 et qui sont très nombreuses. J'espère que nous aurons rapidement l'occasion d'en parler. Donc c'est ça, c'est que sur le plan sécuritaire stricto sensu à Bamako, le climat, les tensions baissent. Il n'y a pas eu d'activité aujourd'hui, de barricades et de confrontation entre les jeunes et les forces de l'ordre. Ce que nous n'avons pas vu le vendredi et le samedi où il y a eu vraiment de fortes tensions. Mais la situation est toujours tendue avec le mouvement du 5 juin qui réclame toujours le départ du président. Et le président qui louvoie, et là vous l'avez aussi bien rappelé, qui a fait 4 interventions télé en un mois et 2 interventions en une semaine pour apporter des solutions qui sont des solutions à minima, qui ne touchent pas vraiment l'essence du problème. Donc, le problème reste encore entier. La CEDEAO est arrivée il y a 1 heure à Bamako. Elle est là 2 jours, jeudi et vendredi. Elle va rencontrer tous les protagonistes. Nous espérons qu'au sortir de cette mission de la CEDEAO, que nous allons voir le bout du tunnel. On va dire ça comme ça. Alors, monsieur Moussa Mara, vous avez été donc durant 9 mois le Premier ministre de monsieur Ibeka et vous avez donc dirigé le gouvernement, vous en êtes sorti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail que vous avez pu réaliser en 9 mois avec le président de la République? Plusieurs choses. La première chose, c'est que moi, j'ai été le 2e Premier ministre de Ibeka. Ibeka, il est à 6 Premiers ministres en 7 ans de pouvoir. J'ai été son 2e Premier ministre. Oui, d'avril 2014 à janvier voilà. 2015. Et je suis arrivé presque au tout début de son mandat, quoi. Il a commencé en septembre 2013. Mon prédécesseur n'a fait que 7 mois. Et donc, moi, je suis arrivé au tout début du mandat, à un moment où il y avait encore des espoirs que les choses changent. On va dire ça comme ça. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas du même parti que Ibeka. Je suis d'un parti différent. Et il m'a quand même choisi pour des raisons qui lui appartiennent. Moi, j'ai été le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Mali. Quand je suis devenu Premier ministre, j'avais 39 ans. J'étais maire de la commune où Ibeka est résident. Et donc, nous avions une certaine proximité, au moins géographique, mais nous ne sommes pas du même parti. Quand il m'a choisi, je pense que c'était pour apporter le changement pour lequel lui, il a été élu. Et c'était aussi et surtout pour apporter une dose on va dire, de changement de gouvernance, de bonne gouvernance. Puisque alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas su transformer Je viens, si vous me donnez un tout petit peu de temps, j'essaie d'établir un peu les bases de mon argumentaire pour que les gens comprennent bien le contexte. Moi, je suis expert comptable de profession et je viens plutôt du secteur privé, donc lutte contre la corruption, transparence, efficacité, performance. Ça, c'est un peu mon ADN. Donc, lui, il a voulu sans doute insuffler ce dynamisme-là à l'action du gouvernement. Et moi, j'ai compris comme cela. Et c'est pourquoi, quand je suis arrivé, j'ai fait signer des contrats de performance au ministre avec de la bonne gouvernance, avec la transparence, avec la lutte contre la corruption, avec des objectifs clairs et des objectifs qui ont été annoncés au peuple. Le président m'a suivi dans un premier temps et puis au fur et à mesure où on avançait, il a commencé à comprendre que il y avait des divergences importantes entre nous. Parce que le président, c'est la vieille école. Lui, il a 30 ans de plus que moi. Aujourd'hui, il a 75 ans. C'était un apparatchik, c'est qu'il a vécu dans les grands partis.
Et vous savez, en Afrique, la tradition des grands partis, c'est du copinage, c'est du trafic d'influence et beaucoup de corruption. Il faut quand même le reconnaître. Ce sont des partis États qui s'abreuvent de l'État et qui vivent de l'État. Donc lui, son entourage est familial et son entourage politique est constitué plutôt de personnes qui voient l'État comme une opportunité de s'enrichir et de gagner en influence. Alors que moi, ce n'est pas du tout ma conception. Mais vous avez pourtant accepté de devenir son Premier ministre, Mais monsieur bien Mara. sûr, et le président m'a nommé Premier ministre. Et le président a fait campagne sur des arguments qui sont mes arguments à moi, qui sont des arguments auxquels les Maliens sont attentifs. C'est ce pourquoi il a été élu. Et donc, moi, j'ai accepté d'être Premier ministre pour faire ce pourquoi il a été élu. Hein. Les contrats de performance des ministres ont été rédigés sur la base de son projet à lui. Et les engagements de lutte contre la corruption, c'était des engagements que lui avait pris. Donc, au début, on était absolument sur la même longueur d'onde. Maintenant, les vieux démons ont surgi et lui-même, progressivement, il a été convaincu par son entourage que je n'étais pas forcément la bonne personne pour conduire l'action du gouvernement. Et comme nous ne sommes pas du même parti et que moi, je suis jeune, donc l'argument a très vite été trouvé de celui qui est en train de se préparer à être président. Et donc, plus il me laissait Premier ministre, plus il me donnait des chances pour être président et le battre à la prochaine élection présidentielle. Donc, c'est cet argument que ses proches ont utilisé, mais la réalité était tout autre. Hein. La réalité était simplement que ma gouvernance dérangeait énormément de gens et nos compréhensions de la bonne gouvernance n'étaient pas la même. Bien, alors aujourd'hui, on essaye avec vous, monsieur le Premier ministre, de comprendre les raisons de cette crise. Comment en est-on arrivé là? Effectivement, les dernières éruptions de violence comme ça sont apparues en 2012. Comment expliquer que si peu de temps après, finalement moins de 10 ans après, on se retrouve dans cette situation? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mali est tombé dans la crise en 2012. Ce n'était pas du temps de Ibeka. Ibeka a été d'ailleurs élu pour essayer de sortir le Mali du gouffre dans lequel il était tombé. Il apparaissait comme étant un homme à poigne, un homme qui voulait apporter la bonne gouvernance, un homme qui voulait changer et qui voulait réinstaurer l'autorité de l'État. Ce sont les thématiques principales qui l'ont valu d'être plébiscité par les Maliens en 2013. Parce qu'en 2012, nous sommes tombés, l'armée est tombée, on a perdu une partie du territoire, il a fallu l'intervention française pour qu'on recouvre cette partie. Les Maliens étaient traumatisés, choqués, et les Maliens avaient mal un peu à leur honneur, on va dire ça comme ça. Donc les Maliens ont choisi Ibeka pour restaurer cet honneur perdu, cette fierté perdue. Et Ibeka a été élu sur cette base. Sauf que les Maliens se sont trompés de marchandises. Le président, ce qu'il disait dans le discours et ce qu'il a commencé à poser comme acte de son élection jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment le contraire de ce qui a été dit. La corruption s'est beaucoup développée ces dernières années. Et ces dernières années, l'État n'a pas été capable d'apporter de la justice, d'apporter de la sécurité, d'apporter les services sociaux essentiels, éducation, santé, et d'apporter les emplois aux jeunes, autant de choses que le président avait promis en 2013. Donc, en fait, il y a eu un retournement de situation. Mais en 2018, pourtant, il a été réélu. Mais on va y arriver. Quand vous avez été élu sur des promesses importantes et que ces promesses ne sont pas tenues, l'amour se transforme en haine assez rapidement. Donc, le président est devenu, au bout de 3 à 4 ans de pouvoir, très impopulaire. Tout le monde se posait la question, est-ce qu'il allait même se présenter pour un deuxième mandat? Il s'est présenté pour le deuxième mandat et il a gagné. Et vous savez pourquoi il a gagné? 2 raisons principales. La première raison, c'est que son challenger, son opposant, est aussi de la vieille école comme lui et n'offrait pas aux Maliens une alternative crédible à Ibeka. Les gens trouvent que son opposant, qui est Soumaïla Cissé aujourd'hui, a été son ministre des Finances. Quand Ibeka était Premier ministre, Soumaïla a été son ministre des Finances pendant 6 ans. Ils ont géré ensemble le pays pendant une vingtaine d'années, on va dire ça comme ça. Donc, et ils sont de la même génération à peu près. Ibeka a quelques années de plus, 4 ans de plus que Soumaïla. Donc, les Maliens n'ont pas trouvé en Soumaïla une alternative crédible. Et les gens se sont dit, mais Ibeka, il va faire un second mandat. Si on vote pour lui, il ne fera que 5 ans. Mais si on vote pour Soumaïla, ce sera 10 ans la même chose. Ça, c'est la première raison pour laquelle Ibeka a gagné. La deuxième raison est que tous ceux qui représentaient des alternatives, comme moi, comme d'autres personnes,
on n'a pas été capable de nous entendre pour présenter une candidature unique face à ces deux mastodontes. Donc, résultat, il y a eu une forte abstention. Les gens ne sont pas allés aux urnes. Ibeka et Soumaïla se sont retrouvés au deuxième tour et Ibeka a gagné au deuxième tour. Donc, bien qu'étant impopulaire, il a bénéficié un peu du fait qu'en face, il n'y avait pas une alternative crédible. C'est ce qui a fait qu'il a gagné en 2018, mais cela n'a pas enlevé son impopularité. L'impopularité a continué. Maintenant, ce qui s'est passé entre 2018 et 2020, c'est que la situation s'est empirée parce que c'est la même gouvernance qui a continué. Corruption, détournement massif, poids de la famille présidentielle dans le pouvoir, incapacité de l'État de répondre aux attentes des populations. Donc, la tension a monté crescendo jusqu'à ce qu'on arrive maintenant cette année aux élections législatives où il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette goutte d'eau, c'est quoi? C'est qu'à la suite des élections législatives, le pouvoir n'a rien trouvé de mieux que de faire intervenir la Cour constitutionnelle pour faire gagner 30 députés qui avaient perdu les élections. Donc là, c'est le début de la crise, c'est le début de la contestation, ça ne passe pas. C'est le début de la contestation actuelle dans laquelle nous sommes. Mais cette contestation, en réalité, il y avait beaucoup de volcans qui couvaient. Et là, c'est l'éruption qui est arrivée cette année à la suite des élections législatives. Mais la coupe était déjà bien pleine avec tout ce que je vous ai dit. 7 ans de gabégie, de corruption, de détournement, d'inefficacité de l'État. Ça a fini par exaspérer les Maliens. Et donc, il y a eu une étincelle, c'était l'étincelle des législatives et aujourd'hui, nous sommes dans une crise qu'il va falloir gérer. Bien, alors Monsieur Moussa Mara, aujourd'hui, vous vous situez à quel niveau? Vous êtes dans l'opposition ou pas? J'avais vu votre interview lors de votre passage en France sur TV5 Monde où on vous demandait vous étiez où exactement. Moi, je vous repose la question. Vous avez dit que vous n'étiez pas dans l'opposition. Vous vous situez où? Vous êtes président effectivement d'un parti politique. Vous aviez d'abord annoncé votre candidature à la présidence pour 2018. Finalement, vous l'avez retiré pour soutenir un candidat. Vous en êtes où? Vous êtes vous parce que vous avez... En réalité, depuis 2017, nous sommes dans l'opposition. Seulement, il y a une nuance dans ce que nous disons, puisque l'opposition au président Ibeka est illustrée par Soumaïla Cissé. Et que Soumaïla Cissé et Ibeka, c'est à peu près la même chose. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Nous disons, nous sommes dans l'opposition, mais nous ne sommes pas dans l'opposition officielle, qui est reconnue comme telle. Soumaïla a même un statut. Il est le chef de file de l'opposition, il a un budget de l'État. Nous sommes opposés à la gouvernance de Ibeka, mais nous ne sommes pas avec ceux qui sont des opposants officiels. D'accord, donc vous faites la différence entre l'opposition réelle et l'opposition plutôt formelle, quoi. On va dire ça comme ça. D'accord, très bien. Bon, on le reconnaît. Mais vous êtes effectivement du côté de l'opposition, on va dire citoyenne. En tout cas, par rapport à la politique menée. Aujourd'hui, effectivement, c'est cet imam qui est considéré comme le leader. Et comment vous nous expliquez, nous autres de l'autre côté, là, comment vous nous expliquez effectivement cet engouement et savoir qu'il y a beaucoup de Maliens qui souhaitent que ce soit un imam qui devienne président au Mali? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est pour notre compréhension. Oui. Bon, la première chose que je vous dis déjà, c'est que l'imam Dicko est populaire, mais ça ne veut pas dire que beaucoup de Maliens souhaitent que l'imam Dicko dirige le Mali. Alors, vous nous faites une précision importante parce que c'est vrai que sur les réseaux, tout le monde dit que quand lui le leader, il sera forcément président. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Non. La première chose, c'est que l'imam lui-même n'a jamais voulu être candidat à une élection et il ne se voit pas dirigeant du pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les Maliens qui suivent et qui sont dans la rue sont conscients de ça parce que beaucoup sont convaincus que c'est lui qui... Enfin, il est comme président. Moi, je peux vous assurer, et vous savez, il y a toujours des gens qui souhaitent que quelqu'un soit président, hein, mais c'est d'abord la personne elle-même qu'il faut regarder. Ces discours sont toujours « je suis pour la laïcité de l'État, je ne veux pas me présenter à une élection, je n'ai pas pour ambition de diriger le pays ». Il a toujours dit, croyons-le sur parole, le jour où il changera d'avis, on verra bien. Mais la première chose que je voulais vous dire, c'est ça. Être populaire et penser que les Maliens vont voter pour vous si vous vous présentez à une élection, ce n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, pourquoi un imam aujourd'hui porte les aspirations des Maliens? Je pense que c'est ça la question. Oui. La première explication, c'est que la classe politique malienne, et moi je ne m'exclus pas du tout de ça, les 20 ou les 30 dernières années, c'est caractérisé par l'inefficacité, la corruption, les prébendes
et la marchandisation de la politique. Ce qui a déconnecté progressivement les Maliens de la classe politique. La classe politique est très décriée. Ce sont les mêmes qui nous dirigent les 30 dernières années. Il y a quelques exceptions comme moi qui apparaissent pendant quelques mois et puis qui disparaissent, mais c'est à peu près les mêmes personnes. Je vous ai dit, Ibeka était Premier ministre en 1994, donc il y a 26 ans. Après, il a été président de l'Assemblée nationale et autres. Son opposant était ministre des Finances en 1994. Après, il a été candidat à l'élection présidentielle 3 fois, où il a été au deuxième tour. Les grands partis qui existent encore dans notre pays sont des partis qui existaient dans les années 91-92, toujours au pouvoir et toujours avec le prince du jour. Donc, progressivement, la classe politique s'est décriée et les Maliens sont à la recherche d'un nouveau leadership. Il se trouve que nous sommes un pays qui est très musulman, 95% de musulmans, et les imams généralement sont crédibles. Et en plus, quand les imams commencent à parler de société, quand les imams commencent à critiquer la mauvaise gouvernance, les détournements, ils deviennent de plus en plus populaires. C'est le cas de l'imam Diko, qui est un imam, mais qui porte des aspirations sociales et sociopolitiques qui font qu'il devient une sorte d'égérie de tous ceux qui contestent le système. Alors, Monsieur Moussa Mara, vous êtes en train de nous dire là, ce soir, que cet imam, M. Diko, n'a jamais dit qu'il voulait être président du Mali, mais qu'il se reconnaît effectivement porteur d'une idée nouvelle pour le Mali et que même sa popularité, même s'il est ultra populaire, rien ne dit qu'il sera effectivement chef de l'État demain. Ça va se jouer entre vous, entre membres de l'opposition, toute opposition confondue? Ou de nouvelles figures de la société civile qui voudraient faire de la politique. Moi, je pense que nous sommes à une période de rupture majeure. Nous avons vécu pendant 30 ans dans un système politique. Ce système est à bout de souffle. Ne serait-ce que pour des explications physiologiques, la plupart des acteurs du système sont plus proches de 70, 80 ans que de 50 ou 60 ans. Et le pays est à 80% constitué de citoyens qui n'ont pas 30 ans. Donc, je pense que nous sommes à une période de rupture. Maintenant, c'est nous, politiciens de cette nouvelle vague, qui devront présenter aux Maliens des alternatives crédibles au système actuel. Soit nous arrivons à le faire, soit d'autres figures peuvent apparaître, des Maliens de la diaspora, pourquoi pas, ou des Maliens de l'intérieur, de la société civile, qui n'ont pas un profil politique classique, qui peuvent porter une aspiration et puis devenir chef de l'État. Parce que le Mali a déjà élu un chef d'État qui n'avait pas de parti. Amadou Toumani Touré, en 2002, il a été élu, il n'avait pas de parti du tout. Donc, il n'avait pas de député, mais il a quand même été élu président de la République du Mali. Donc, une figure comme ça peut apparaître et nous mettre, nous, politiciens professionnels, de côté et puis finalement prendre la tête. Mais moi, je ne pense pas que ce sera un profil religieux, en tout cas pas dans l'immédiat, peut-être plus tard. Mais les prochaines années, ce sera une figure de rupture ou quelqu'un qui arrivera à porter cette aspiration de rupture des Maliens. Alors, ce que vous êtes en train de dire aussi, Moussa Mara, c'est que vous n'excluez pas le fait que vous aussi, vous puissiez être éjecté finalement. Et bien sûr, puisque j'ai été ministre. Moi aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai été maire, député, ministre, premier ministre, donc je ne peux quand même pas dire que je suis un politicien tout à fait nouveau, quoi. Même si tout ça, je l'ai fait, on va dire, les 7 dernières années, maire, député, ministre, premier ministre. J'ai 45 ans, je suis jeune, mais j'ai aussi participé au système. Donc, c'est à moi, aujourd'hui, de dire aux Maliens et de les convaincre que malgré le fait que j'ai cette expérience et cette participation, mon corps idéologique et mes projets sont toujours des projets de rupture avec le système. Si j'y arrive, tant mieux. Mais si j'y arrive pas, quelqu'un d'autre le portera mieux que moi. Il y avait une rencontre donc aujourd'hui, donc vous me dites qu'elle est en cours au niveau avec la CEDEAO. Le président de la République, Ibeka, a fait plusieurs propositions pour apaiser la situation. Effectivement, il a dissous la Cour constitutionnelle, son fils a démissionné d'un poste très important également. Il appelle à un gouvernement d'unité, d'union nationale. Pour autant, ça ne calme pas la population, ça ne calme pas l'opposition. Pourquoi et jusqu'où irez-vous? Pour moi, en réalité, ce qui ne calme pas le mouvement du 5 juin, auquel moi je n'appartiens pas, hein. Le mouvement du 5 juin, je ne suis pas membre du mouvement du 5 juin, pour la bonne et simple raison que
moi, je ne suis pas d'accord avec le mouvement du 5 juin pour réclamer le départ du président. Vous ne réclamez pas le départ, la démission du PK. Moi, je ne demande pas le départ du président. J'estime qu'il a un mandat. La démocratie nécessite qu'il puisse terminer son mandat. Mais par contre, je comprends parfaitement les aspirations des Maliens qui sont portées par le mouvement du 5 juin. Donc, de quoi il s'agit? Le mouvement du 5 juin, il y a encore une semaine, a proposé au président un mémorandum où le mouvement lui-même acceptait que le président ne démissionne pas. Mais le président, au lieu de prendre cette main tendue et d'entrer dans les discussions précises avec le mouvement du 5 juin, leur a dit « Ok, ben c'est bien, allez-y discuter avec ma majorité présidentielle ». Ce qui a frustré très profondément les acteurs du mouvement du 5 juin. Ça, c'est la première chose. Donc, ils ont vécu ça comme une insulte? Ils ont vécu ça comme une insulte et moi, j'estime aussi que c'est une insulte. La deuxième chose, c'est que le vendredi dernier, il y a eu quand même des morts et des morts par balle. Donc, ces deux événements ont fait aujourd'hui que le mouvement du 5 juin s'est radicalisé en disant que le mémorandum, on oublie tout, on ne demande qu'une seule chose, c'est que le président s'en aille. Maintenant, il a montré son inefficacité et en plus, il a du sang sur les mains. C'est ce qui est dit. Et donc, la situation est tendue, comme je l'ai dit. Maintenant, la CEDEAO est arrivée aujourd'hui. J'espère que les uns et les autres vont faire preuve d'ouverture du côté du président, de modération du côté du mouvement pour arriver à un consensus. Maintenant, le consensus, c'est ce que le président a un peu ébauché. Le premier élément du consensus, c'est déjà de faire partir tous les gens de la Cour constitutionnelle. C'est eux qui ont jeté de l'huile sur le feu. Et ça, c'est déjà fait. Ils ont tous été virés. Maintenant, il s'agit de les renouveler. Maintenant, pour les renouveler, il faut que le président et le mouvement du 5 juin s'entendent afin que des nominations du mouvement du 5 juin soient dans la Cour constitutionnelle. Pour moi, ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'Assemblée nationale. Les 30 députés qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale alors qu'ils ont perdu les élections, dont le chef du Parlement lui-même, le président de l'Assemblée nationale lui-même figure parmi ces 30 députés qui ont perdu les élections. Il faut qu'on puisse les faire sortir du Parlement et faire rentrer ceux qui méritent vraiment d'être parlementaires. Donc ça, il faut qu'on arrive à trouver une solution sur cela. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, maintenant, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, ça commence par le Premier ministre. Le président ne semble pas renoncer à son Premier ministre actuel. Il faut que le Premier ministre soit issu de discussions avec le mouvement du 5 juin. Donc, ça fera effectivement le 7e, voire le 8e président. Ça fera le 7e Premier ministre. Et que le Premier ministre qui soit issu de ces discussions, que le président le garde jusqu'en 2023. Donc, au moins, ce sera le 7e et le dernier Premier ministre de IBK. Après, maintenant qu'on monte le gouvernement entre le président et le mouvement du 5 juin, je pense que si on arrive à s'entendre sur ces différents éléments, on a une piste de sortie de crise. Bien. Moussa Mara, on aimerait vous entendre. En tant qu'ancien Premier ministre, en plus, vous êtes dans la vie, vous êtes expert comptable. On aimerait vous entendre sur la situation du Mali. À la fois au niveau de la misère sociale, évidemment, de l'entrepreneuriat aussi par rapport à ce qui se passe en termes d'entreprise au Mali. Et bien sûr, on ne peut pas faire l'impasse sur les guerres à répétition. En tant que Premier ministre, comment avez-vous vécu ces 9 mois dans la prise en compte de toutes les problématiques du pays Mali? D'abord, la première chose, madame, c'est que les problématiques maliennes sont les problématiques d'un pays sahélien qui est confronté aux affres du changement climatique. Le Mali a 2/3 de son territoire qui est désertique, où la pluviométrie est très rare et le désert avance. Donc, c'est d'abord un pays sahélien qui n'est pas gâté par la nature. Ça, c'est un premier élément qu'il faut prendre en compte. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est un pays où la démographie est galopante. Donc, les ressources naturelles se raréfient et les populations augmentent. Donc, vous avez forcément des tensions qui sont quasi obligatoires sur les peu de ressources naturelles qui persistent et qui expliquent beaucoup de conflits dans les zones rurales et même au nord de notre pays. Ça, c'est une deuxième problématique. La troisième problématique, c'est que c'est un pays qui est issu de la colonisation française, qui est très centralisé dans sa gestion
et qui a eu quasiment que des dictatures depuis son indépendance jusqu'à l'avènement de la démocratie. Et quand nous avons eu la démocratie, nous avons eu plutôt, je vais dire, quelques signes de démocratie, mais on n'a pas eu de démocratie, je dirais, véritable, avec une société civile forte, avec une forte conscience politique dans la population qui, au demeurant, est analphabète à plus de 60%. Ça, c'est un peu le contexte. Donc, nous avons un État qui n'est jamais arrivé à satisfaire les attentes des populations, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Des attentes en termes de services sociaux, des attentes en termes de justice, d'égalité, d'équité, des attentes en termes d'emploi et un peu des attentes en termes de qualité de vie. Ça, c'est le contexte malien qui est valable pour la plupart des pays dans le pourtour sahélien. Maintenant, nous sommes arrivés aussi dans un contexte où on a un pays très divers ethniquement, ce qui explique un peu les rébellions dans notre pays. Nous avons une douzaine d'ethnies dans notre pays et avec une forte identité et une histoire qui est quand même une histoire très riche. Donc, c'est un pays qui est un mosaïque ethnique. Et l'État n'est jamais arrivé à assurer une certaine équité entre la satisfaction des attentes, y compris les attentes culturelles des différentes ethnies de notre pays. L'État a voulu, au contraire, gommer l'identité des uns et des autres. Et c'est cette ambition de gommer l'identité qui a suscité des rébellions. Quand vous voulez gommer l'identité des gens, généralement, ils n'acceptent pas. Les gens sont maliens, mais avant d'être maliens, ils sont bambara, ils sont sarakolé, ils sont tamashek et autres. Mais gommer l'identité des uns et des autres pour faire quoi? Une identité, somme toute, nationale? Une identité nationale qui n'existe pas. En réalité, l'État n'a jamais pu... Elle n'est pas à construire, cette identité? Ben justement, elle est à construire, mais elle ne doit pas être construite sur le décombre des identités ethniques et autres. Il faut que l'État compose de manière intelligente avec ce que les gens sont, mettre en avant ce que nous avons de commun et construire un récit national que l'État malien n'est jamais arrivé à construire. Donc, ce choc, cette violence étatique a suscité des rébellions de nos différentes ethnies. Mais au nord, les rébellions sont devenues des rébellions armées. Mais vous avez d'autres types de rébellions. Le fait de ne pas payer les impôts, le fait de refuser de parler la langue officielle qui est le français, tout ça, ce sont des rébellions. Et ça, nous l'avons un peu partout dans notre pays. Donc, ça fait que structurellement, le problème du Mali, c'est la capacité de l'État à composer avec les diversités ethniques, territoriales, climatiques, religieuses et à composer un projet national, un nouveau récit national qui se traduira par les citoyens qui se reconnaîtront dedans. Ça, nous ne sommes jamais arrivés à faire depuis l'indépendance. Nous avons changé de régime plusieurs fois, nous avons changé de mode d'accession au pouvoir. Aujourd'hui, ce sont des élections. Mais ça aboutit toujours à la même chose avec un État qui n'arrive toujours pas à satisfaire les attentes des citoyens. Alors, quelles sont les pistes de solutions que propose votre parti? Vous êtes à la tête de Principalement 2 ou 3 pistes de solutions. La première piste de solution, c'est décentralisation, décentralisation, décentralisation. Nous devons faire en sorte. Le Mali, c'est 2,5 fois la France en termes de superficie pour une population qui est 3 fois moindre. Nous ne pouvons pas gérer un pays aussi vaste et avec des contours désertiques importants à partir de la ville de Bamako. Ce n'est pas possible. Il faut que nous donnions du pouvoir aux périphéries, aux régions, aux communes, et des vrais pouvoirs et des vrais moyens. Pour moi, la décentralisation est un aspect qu'il faut construire. Le deuxième élément, c'est la bonne gouvernance des élites au service des citoyens, un État au service de ses usagers et de ses populations. Le Mali, ça n'a jamais été construit comme ça. Bon, ça a été construit... Quand on a dit ça, Monsieur le Premier ministre, quand on a dit ça, comment on le fait dans les faits, comment ça se traduit? Je vous l'ai dit de manière très concrète. Des hôpitaux partout sur le territoire avec la possibilité que les usagers évaluent les médecins. Et si les usagers ne sont pas contents d'un médecin, que ce médecin soit viré. Ça, c'est très concret, ce que je suis en train de vous dire. Ça, aujourd'hui, c'est tout à fait contraire à la culture étatique malienne. Le médecin, il est là, il fait ce qu'il veut. Le citoyen est content, il n'est pas content, mais le médecin, il est là. Et de toute façon, il est désigné par Bamako, souvent à 1000 km de là, et il ne rend compte qu'à Bamako. Il ne rend pas compte au citoyen qui est en face de lui là-bas. Donc, un État décentralisé... Le médecin est très mal payé aussi, ça n'excuse pas, bien évidemment. Hein. Ouais, non, le paiement est autre chose, mais c'est l'esprit de ce que je suis en train de vous dire. C'est ce nouveau projet étatique qu'il faut construire.
partout les représentants de l'État au service des usagers. Partout, ils sont jugés par les usagers et partout, leur carrière est liée aux usagers. Donc, ça veut dire que, bon, évidemment, c'est au niveau de la santé, c'est valable aussi au niveau de l'armée, de tous les services. L'ensemble des services étatiques, absolument. Les services de sécurité, les services de santé, les services d'éducation. Il faut que les Maliens comprennent que l'État est à leur service. Et l'autorité de l'État, c'est sa capacité à satisfaire les citoyens. Ce n'est pas le bâton qu'il a pour taper les citoyens tous les jours. C'est cet esprit qu'il faut changer. Et ça, c'est indépendant du régime politique. Nous soyons en démocratie ou pas, ce principe, il faut le mettre en place. Maintenant, après, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait gouvernance, transparence, rajeunissement du leadership, plus d'ouverture sur les nouvelles technologies, tous ces éléments qui viendront un peu mettre de l'huile dans le rouage. Mais les fondamentaux, c'est ce que je viens de vous expliquer. Comment comptez-vous, comment percevez-vous, comment voyez-vous effectivement les semaines à venir, les jours à venir, parce qu'il faut en sortir de cette crise. Ben exactement. En fait, aujourd'hui, il faut éteindre l'incendie. Éteindre l'incendie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'arriver à un accord politique qui puisse nous permettre de franchir tout ce qui se passe ces derniers temps, un accord politique. Si nous sortons de cette phase et que nous arrivons à mettre en place un gouvernement de compétences inclusif, que ce gouvernement maintenant puisse faire face aux vrais chantiers sur les 3 ans à venir, ça va nous éloigner progressivement du gouffre et ça va nous permettre peut-être dans 3 ans d'offrir l'opportunité qu'il y ait un vrai changement à la suite des élections générales qui sont prévues en 2023. Est-ce que vous pensez sincèrement, vous qui avez été son Premier ministre, est-ce que vous pensez sincèrement aujourd'hui que le président Ibrahim Boubacar Keïta va démissionner de la présidence du Mali? Je ne le pense pas et je ne le souhaite pas au demeurant. Alors, je dis il faut éviter de créer des précédents. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que un mouvement créé arrive à obtenir le départ du président. Ben, le prochain président qui va arriver, dans 2 ou 3 mois, ben, un autre mouvement va demander son départ. Donc, nous n'en sortirons pas. Le mieux qui puisse sortir de cette situation, c'est que le président comprenne déjà que le Rubicon est franchi, il faut qu'il change radicalement. Et changer radicalement, pour vous, c'est effectivement revoir et discuter de qui sera la gouvernance du pays, absolument, de partager, de faire venir des personnalités compétentes, même qui ne sont pas de son bord, mais qui sont compétentes et qui vont travailler au service des Maliens. C'est qu'il ait cet état d'esprit et j'espère qu'il l'aura, en tout cas il le dit dans son discours. Maintenant, il reste à le traduire dans les actes. Au début de notre entretien, vous avez dit qu'il serait intéressant que les Maliens de la diaspora puissent se mêler aussi de ce qui se passe au Mali actuellement. Donc, vous comptez sur les Maliens de la diaspora. Vous pensez qu'ils peuvent changer aussi le pays? Et si oui, comment? Nous avons de très grandes compétences, y compris dans le pays dans lequel vous êtes. J'ai compris que vous êtes au Canada. Nous avons, y compris au Québec aussi, des Maliens qui occupent de grandes responsabilités au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Et je pense que ces acteurs-là, certains d'entre eux, peuvent contribuer à l'essor du pays aujourd'hui. Hein. Si nous avons l'intelligence d'associer certains comme ministres dans le contexte actuel, ça peut nous aider. Le premier ministre de IBK, son Excellence Oumar Tatamli, est un Malien de la diaspora. Il vit au Sénégal et il travaille à la Banque centrale. Et donc, si nous avons eu un Malien de la diaspora Premier ministre, on peut en avoir un de nouveau Premier ministre et ministre à des postes importants. C'est indispensable. Est-ce que vous savez que les Maliens de la diaspora représentent au moins le quart de l'ensemble des Maliens? Donc, le quart de l'ensemble des Maliens doit être associé à la gouvernance du pays. Moi, je trouve cela tout à fait normal. Très bien. Donc, vous êtes ouvert là-dessus et donc, on espère que, évidemment, tous les Maliens de la diaspora qui vont prendre connaissance de ce message, qui sont certainement aussi en train de nous regarder et qui partagent à l'heure où je vous parle, à l'heure où nous parlons, qui partagent donc cet entretien avec vous dans Connexion africaine. Je rappelle que nous sommes en ligne avec Moussa Mara, donc président d'un parti politique, mais qui était surtout un des anciens premiers ministres du président IBK durant 9 mois. Donc, on arrive quasiment au terme de notre entretien, Moussa Mara. Il faut sortir de cette crise.
nécessairement, il faut sortir de cette crise. Dans combien de temps, j'ai envie de dire, même si vous ne savez pas finalement, quelles sont les relations d'ailleurs que vous entretenez avec cet imam? Vous avez des réunions régulières? Ah oui, j'ai de très bons rapports avec l'imam Diko, comme j'ai de très bons rapports avec la plupart des leaders religieux maliens, y compris les leaders religieux chrétiens, hein. Parce que moi, je m'inscris dans la laïcité et moi-même, je porte un peu la laïcité en moi parce que mon père était chrétien et ma mère est musulmane. Et c'est ça le Mali. Et donc, la religion est très importante pour moi. Je suis musulman moi-même, je suis pratiquant, je suis un homme de foi. Je suis persuadé que la religion a une importance majeure dans la vie d'un individu, mais je suis un produit de la laïcité. Donc, j'ai de très bons rapports avec lui, je parle avec d'autres, et je pense que chacun d'entre eux a envie que le pays sorte de cette situation, mais sorte de cette situation pas par des artifices sans lendemain, mais après, avec des vraies solutions. Ils réclament la démission d'Ibeka. Or, vous nous dites que vous ne pensez pas qu'il va démissionner de la présidence, qu'il ne va pas démissionner. Et par ailleurs, vous dites que ce n'est pas ce que vous souhaitez non plus, parce qu'on ira d'escalade en escalade. Absolument. Mais justement, le propre des négociations, c'est de mettre autour d'une table des personnes qui ne s'entendent pas a priori et qui ont des revendications qui sont des revendications irréconciliables a priori. La négociation, c'est faire des efforts de part et d'autre. Je pense que le but de la CEDEAO qui est arrivé cet après-midi et qui demain va rencontrer l'ensemble des acteurs, y compris le président, y compris l'imam Diko, et qui va discuter avec les uns et les autres à part et ensuite les mettre ensemble pour voir les points d'accord, les points de désaccord d'ici vendredi, ça nous ouvre une perspective. Et on va tous travailler à ce que cette perspective aboutisse à quelque chose de durable. Il ne s'agit pas de s'entendre pour s'entendre, hein. Il s'agit de s'entendre sur des choses durables, vérifiables, qui vont faire l'objet de garanties nationales et internationales et de suivi. Je pense que si on arrive à ces résultats et qu'on les met en œuvre, on pourra se sortir progressivement de la nasse dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Moussa Mara, vous êtes donc le président du parti Yelema. Que disent vos partisans? Que disent les membres de Yelema? Ah, mais ça, c'est une très bonne question, madame. Parce que nous, notre opposition qui est nous sommes de l'opposition, mais nous n'adhérons pas au M5. Il a fallu beaucoup de débats internes. Je ne vous cache pas qu'une grande partie des responsables, des militants du parti Yelema sont pour le M5, hein, parce qu'ils sont de l'opposition et ils sont conscients que le régime de Ibeka est un échec. Et donc, il faut en sortir. Mais nous avons eu un débat interne le samedi dernier où pendant toute une journée, avec les responsables du parti, nous avons convenu que notre ligne est la meilleure. Ne serait-ce que pour être en mesure de parler à toutes les parties. Si nous avions pris fait et cause pour le M5, nous ne serions pas aujourd'hui tout à fait en mesure de parler au camp présidentiel. Et il faut être en mesure de parler au camp présidentiel. Donc nous vous parlez avec le camp présidentiel. Absolument. Ils sont à votre écoute. Ils sont à notre écoute, même s'ils ne nous entendent pas pour l'instant. Ils sont à notre écoute. Moi, je suis député, j'ai dit, je suis au Parlement et je suis un opposant déterminé à la majorité, mais cela ne m'empêche pas d'avoir des rapports courtois avec des acteurs de la majorité. Donc, nous essayons d'expliquer aux uns et aux autres de mettre le Mali au-dessus d'eux-mêmes. Si nous voulons tous sortir de cette difficulté-là, il faut que la majorité soit consciente qu'elle ne peut pas seule s'en sortir. Et il faut que le M5 RFP et tous ceux qui sont avec lui comprennent qu'on a raison dans le fond, mais il faut quand même faire des compromis pour permettre au pays d'avancer. Est-ce que d'autres manifestations sont à prévoir dans les jours, dans les semaines? Ah oui, il y a une manifestation qui est prévue vendredi, après-demain, pour pleurer les morts. La dizaine de morts ou la quinzaine de morts selon les bilans, intervenu la semaine dernière. Mais nous faisons tout pour qu'on puisse s'entendre avant que cette manifestation ait lieu et qu'elle ne dégénère pas. Si jamais elle a lieu, qu'elle ne dégénère pas comme celle de vendredi dernier. Un appel à la population malienne, le député que vous êtes, président de parti, ancien Premier ministre du Mali. Que dites-vous ce soir aux Maliens? Je voudrais dire à l'ensemble de mes compatriotes qui sont exaspérés. Et madame, très sincèrement, je voudrais vous rappeler un épisode que j'ai vécu moi-même il y a 1 mois et demi. J'étais dans un camp militaire de ma commune où il y a beaucoup de soldats qui sont au nord et qui meurent tous les jours au nord.
il y a une épouse de soldat qui m'a dit, Excellence, monsieur le député, ce qui se passe au pays aujourd'hui est difficile, mais il y a quelque chose qui est encore plus difficile que ça. Ça, c'est le coût de la vie. Et elle me dit, pour illustrer cela, elle me dit, moi, tous les matins, je vais au marché pour la popote. Je paye les condiments. Je viens préparer. Mais figurez-vous que moi, je suis obligé de choisir mes enfants qui mangent la viande chaque jour. Parce que je n'ai pas de quoi faire en sorte que tous mes enfants mangent la viande chaque jour. Je choisis X, Y ou Z. Je dis, bon, vous avez droit à la viande aujourd'hui et c'est les autres qui vont manger demain. Donc, figurez-vous qu'une épouse d'un militaire, et elle ne sait pas si son mari va mourir demain ou après-demain pour le pays, qu'elle soit obligée, malgré cette difficulté psychologique, qu'elle soit obligée de vivre dans un dénuement pareil. C'est dans ça que notre pays est aujourd'hui. Donc, moi, je voudrais que tous nos compatriotes comprennent que la situation est difficile. Elle n'est pas seulement liée à la tension politique, mais la situation de tous les jours est difficile. Donc, faisons en sorte de ne pas plonger davantage notre pays dans les difficultés socio-économiques et autres. Soyons mesurés. On comprend l'exaspération des uns et des autres, mais soyons mesurés. Si on doit exprimer nos opinions, faisons-le pacifiquement. N'allons pas détruire des bâtiments que nos impôts seront mis à contribution pour construire demain. Chacun d'entre nous, nous payons des impôts. Donc, faisons attention, soyons mesurés, bien que nous ayons raison et que nous soyons exaspérés. Et l'appel, je dois aussi le lancer aux leaders du mouvement du 5 juin. Vous avez raison dans le fond, mais sachez que ce que vous voulez obtenir, le changement radical de notre pays, on doit l'obtenir à la suite d'élections. Donc, faisons en sorte que le pays soit en posture de pouvoir organiser des vraies élections et qu'on puisse avoir une vraie rupture à l'occasion de scrutins démocratiques. C'est comme ça qu'on devrait arriver au pouvoir. Maintenant, le dernier appel qui est le plus important, je l'adresse au président de la République, chef de l'État. La solution est entre vos mains. C'est votre capacité à vous ouvrir, votre capacité à rassembler, à dire la vérité aux uns et aux autres, à laisser les faux fuyants et les demi-solutions, à laisser de parier sur le pourrissement du mouvement qui va sortir la solution pour notre pays. Donc, soyez à la hauteur de l'histoire et faites en sorte que la chance qu'on est en train de vous donner par cet accord qui doit être négocié, que cet accord puisse intervenir afin que vous puissiez sortir dignement du pouvoir. Parce qu'on dit chez nous au Mali et on dit dans le Sahel, le plus important dans toute chose, madame, c'est la fin, c'est la terminaison. Même la vie qu'on vit sur terre, là, c'est la façon de mourir qui est le plus important. On prie généralement Dieu à ce qu'il nous laisse sur le bon chemin au moment où on est rappelé à lui. Donc, que le président pense à ça. C'est sa sortie qui est le plus important. Ce n'est pas le temps passé au pouvoir, c'est la façon de sortir. Et la façon de sortir dépend de ce qui va se passer ces jours-ci afin que nous puissions sortir de cette situation. Donc, voilà les appels que je voudrais lancer aux uns et aux autres. Merci beaucoup, Moussa Mara, d'avoir pris le temps de nous expliquer, nous, au niveau de la diaspora, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe au Mali. Merci pour votre appel à la paix. Aussi, vous aviez dit plein de choses importantes durant cette heure passée ensemble, notamment que, bien sûr, cette ouverture que le président doit nécessairement faire, ces gestes forts que la population, évidemment, attend de toutes parts, mais que vous ne souhaitez pas qu'Ibeka démissionne, qu'il puisse terminer son mandat et pour que, bien évidemment, qu'il y ait des élections qui soient correctes et sans corruption, si je reprends effectivement l'idée générale de ce que vous avez bien voulu avancer. Vous dites faire partie de l'opposition, mais pas de l'opposition officielle, mais plutôt officieuse, mais en tout cas, vous êtes dans le camp de l'opposition. Vous avez été donc le Premier ministre, l'un des premiers ministres d'Ibeka durant 9 mois. Et vous avez été au cœur donc du pouvoir, donc vous avez bien pu gérer les choses. Donc je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Vous avez adressé un message fort également aux Maliens de la diaspora, où vous comptez aussi sur eux. Vous avez dit vous-même que vous avez été maire, député, ministre, premier ministre, vous êtes aujourd'hui chef de parti et que vous n'excluez pas le fait de ne plus être dans la nouvelle recomposition donc politique et ça ne vous gêne pas pour autant. Ce qui est important, c'est évidemment le Mali qu'il faut mettre au-dessus de tout et la fin
de vos propos en disant que vous appelez à la paix. J'espère avoir bien résumé, M. Moussa Mara. Bravo pour le résumé. Félicitations. Merci, et merci vraiment de m'avoir donné l'occasion de parler à vos auditeurs. Merci. Et à votre disposition pour une prochaine discussion. Merci beaucoup. Excellente soirée. Bon courage, le Mali. On reste évidemment en contact, en lien pour savoir ce qui se passe et on espère que vous avez un peu mieux compris les raisons de cette crise politique au Mali et les attentes évidemment de la population. Merci beaucoup. Bonne soirée.